Donc bonjour à tous, ici Julien de Pilotine. On est ensemble pour parler conception site web et combien coûte un site internet, notamment dans une agence comme Pilotine. Alors déjà, avant toute chose, je souhaiterais faire la différence entre deux modes d'organisation. On a déjà quand même les CMS, donc les Content Management System, donc les systèmes qui vous permettent de gérer votre contenu et de créer votre site web. Il y a déjà deux types. Il y a le CMS qu'on appelle propriétaire et le CMS qu'on appelle open source. En gros, le propriétaire, c'est des plateformes comme Wix, One and One, Jimdo, vous en connaissez sûrement plein d'autres. Et l'open source, c'est ce qui va permettre à un développeur d'avoir toute la place pour faire un peu ce qu'il veut. Et donc là, on va retrouver WordPress, Joomla, Drupal, j'en passe et des meilleurs. Il y en a dans tous les sens. Nous, par exemple, on est sur WordPress. Et pour vous expliquer très rapidement la différence entre les deux et l'implication en termes de prix, vous avez ici un petit schéma qui n'est pas de moi, que j'ai copié-collé sur Internet. Ah, désolé, j'ai oublié de couper mes messages. Tac. Voilà. Donc du coup, voilà, il y a effectivement des choses plus ou moins complexes sur l'un ou l'autre des choix. Et donc du coup, on va retrouver ça sur ce schéma que j'ai piqué sur Internet. Donc le premier, construction du site avec Wix, One and One, Joomla, enfin Jimdo, tout ça, c'est très très simple puisque en fait vous avez un système de vous déplacez vos éléments, vous construisez un peu votre truc à votre sauce. Vous pouvez faire aussi, mais bien entendu, complètement n'importe quoi, mais au moins vous avez la main dessus et c'est plutôt simple à faire. Donc c'est quelque chose de facile qui prend pas trop de temps. Sur du WordPress ou sur de l'open source, sur un open source plutôt qualitatif, voire sur du sur-mesure, là ça prend carrément plus de temps et il faut des connaissances. Un Wix et tout ça va pas vous faire gagner forcément plus de temps à la fin parce que vous allez devoir vous débrouiller par vous-même, vous allez prendre vachement de temps pour faire les choses. Par contre, avec WordPress, vous reposez sur quelqu'un ou avec Joomla ou avec autre, vous reposez sur une équipe, mais ça va prendre aussi beaucoup de temps parce qu'il faut s'organiser à plusieurs. Quand on est organisé tout seul avec soi-même, ça va. À plusieurs, c'est un peu plus compliqué. Mais tout seul avec soi-même sans compétences, bah, c'est aussi un peu compliqué. Ensuite, en termes d'autonomie, les deux, que ce soit un CMS propriétaire ou open source, vous serez autonome là-dessus. C'est-à-dire que vous serez formé normalement, vous pourrez utiliser le back-office et gérer tous vos contenus tout seul. En termes d'évolutivité, là, ça commence à bloquer un peu sur du Wix, du One and One ou du Joomla, ou du Jimdo, pardon. Parce que en termes d'évolutivité, vous aurez quelque chose, en fait, vous êtes rentré dans un cadre, vous êtes rentré dans un moule, et ça va être très compliqué de s'extirper de ce moule-là. C'est-à-dire qu'il y aura un peu moins de flexibilité. Là où sur un CMS open source comme WordPress, eh bien, vous allez vous rappeler votre graphiste, votre développeur, et puis ils peuvent vous construire le reste de la brique de Lego que représente votre système pour gérer votre contenu. Ensuite, en termes d'export, de propriété, bah forcément, ce qu'on appelle un CMS propriétaire, ça veut dire que vous n'êtes pas propriétaire, c'est propriétaire de la solution que vous payez, de l'entreprise. Et donc, du coup, bah, vous n'êtes pas propriétaire de votre contenu, c'est pas à vous. Par contre, vous pouvez aller copier-coller vos textes et les mettre ailleurs. Avec du WordPress, avec du Joomla, tout ça, c'est complètement open source, c'est totalement à vous, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. En termes de fiabilité et sécurité, là, il y a un point vert sur Wix parce que en fait, c'est de base, il y a une maintenance, tout ça. Et j'ai mis un point, la personne a mis un point rouge sur la partie open source, puisque en gros, si vous ne faites pas votre maintenance et si vous ne faites pas les mises à jour, là, pour le coup, ça risque de devenir dangereux. Mais s'il y a une maintenance qui est faite par vous-même ou par un freelance ou par votre agence, il n'y a aucun souci avec du WordPress, il y a vraiment zéro problème de sécurité. Encore faut-il faire les mises à jour. Si vous ne les faites pas, là, ça devient compliqué. Alors qu'avec Wix et tout, c'est fait automatiquement. En termes de qualité visuelle, c'est le même combat. Hein. On peut faire n'importe quoi, comme on peut faire des trucs très jolis. Et en termes de référencement, par contre, l'open source permet d'avoir beaucoup plus de possibilités et se référence mieux, là où du Wix, Jimdo ou autres sont un petit peu dépassés. Bon, ok. Donc maintenant qu'on a fait un petit constat sur les propriétaires et les open source, donc il faut savoir que chez Pilotine, avant qu'on attaque les prix, nous on est spécialisé sur du WordPress, donc en open source. Donc forcément, il y a du taf et c'est pas juste du drag and drop et je fais un peu n'importe quoi. Du coup, il y a deux écoles encore sur du WordPress. Donc ça se complique encore un petit peu, mais il y a l'école des gens qui utilisent des thèmes prêts à l'emploi. Donc c'est un peu le même concept que sur Wix, c'est-à-dire que ok, j'ai mon truc open source, mais en fait à l'intérieur, je peux rajouter une surcouche, je peux rajouter des fonctionnalités supplémentaires qui vont me permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc en gros, j'ai les mêmes avantages qu'avec Wix et j'ai les mêmes inconvénients aussi. C'est-à-dire que ça va être difficilement évolutif, il va y avoir une certaine lourdeur. En termes de référencement naturel, on sera un peu moins bon parce que le site sera un peu moins rapide, on aura moins de choses comme ça. Mais bon, il existe Divi, Avada, Elementor, WP Bakery et tout ça. L'avantage, par contre, c'est qu'on reste sur du open source. Donc là, le site, il est à vous. En gros, c'est les avantages de Wix, mais en plus, le truc est à vous. Par contre, bah, vous pouvez faire aussi tout et n'importe quoi et il faut avoir des connaissances techniques. Et ensuite, je le compare au sur-mesure. Du coup, Pilotine, on est dans la case sur-mesure à droite. Et le sur-mesure, donc via ACF, c'est-à-dire
On va faire en sorte que chaque champ de votre site, vous puissiez le customiser, le paramétrer, le mettre à jour, l'administrer, tout ce qu'on veut. Mais donc, du coup, en gros, c'est là, on a besoin de designers et de développeurs qui bossent vraiment en symbiose. Donc ça s'applique plus aux sites où il y a de forts enjeux business, où il y a un fort besoin d'un positionnement de marque, une belle image de marque. Enfin, on va vraiment beaucoup plus travailler. En gros, à gauche, comme avec Wix, c'est parfait en gros pour commencer. C'est parfait si on est seul ou une petite équipe et qu'on n'a pas de grandes ambitions avec son site, mais par contre qu'on veut le maîtriser, on va faire ce qu'on veut, mais on n'a pas le temps et on a un budget limité. Par contre, quand on a de vrais enjeux objectifs sur Internet, en général, on va comparer plutôt le WordPress sur mesure, donc celui à droite, celui qu'on maîtrise nous, et par exemple du dev carrément sur mesure, sur mesure. Et c'est là qu'on parle de Symfony ou directement en PHP ou tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, voilà, nous, on est dans la case WordPress, dans la case sur mesure sur WordPress. Et donc, on fait bosser des designers, des chefs de projet, des devs et tout et tout. Ok, c'est très bien. Je vais vous recommander quelques petits outils qu'on utilise, qu'on va vous mettre sur le chat. Donc, le premier, MindMeister, qui est vraiment pas mal pour faire des arborescences, pour essayer de déterminer un petit peu son site. Parce que notamment, nous, quand on fait les devis, forcément, on va se reposer sur un besoin initial du client. Et en général, les clients nous envoient un petit peu l'organisation même des pages, des fonctionnalités, tout ça. Un outil comme MindMeister permet de faire ça. On va vous mettre le lien, gardez le lien de côté, vous irez après, mais ça permet de construire ça. Vous le retrouvez aussi dans le petit cahier des charges prêt à l'emploi qui permet de faire les appels d'offres que je vous avais communiqué sur le post LinkedIn, mais que vous pouvez retrouver tout à fait dans le chat. On va vous le mettre aussi, on va vous mettre le lien vers le cahier des charges prêt à l'emploi. Un cahier des charges pour faire un appel d'offres. Hein. C'est pas un cahier des charges fonctionnel fait par des devs et tout. C'est vraiment pour exprimer votre besoin à la base. Ensuite, par exemple, en passant par une agence comme la nôtre ou par quelqu'un qui a la même vision que nous, c'est-à-dire du site sur mesure, plutôt avec un CMS open source comme WordPress, on va passer par des maquettes InVision. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer dans un moule comme avec les Wix ou autres où vous avez le droit à 5 ou même 100 choix différents de sites. C'est-à-dire que nous, le site, il va être vraiment argumenté, pensé par rapport à votre réel besoin, par rapport aux besoins que vous aurez exprimés. Donc, il y a un designer, un ergonome, un directeur artistique ou je ne sais quoi qui passe en amont, qui prend en compte vos problématiques, votre besoin, et qui va faire en sorte de rendre ça plus concret via une maquette. Nous, on utilise InVision, par exemple, qui est vraiment top pour montrer les maquettes aux clients. On utilise aussi Monday, qui va nous permettre de gérer le projet. Monday, c'est un super outil. Avant, on était sur Zoho Project. Honnêtement, je vous recommande plus Zoho Project. On est passé sur Monday il n'y a pas longtemps. Et vraiment, ça nous fait des beaux trucs Gantt. On a une bonne gestion de projet. L'outil est réactif. Il est vraiment tip top. Donc, on va vous mettre le lien aussi vers Monday dans le chat. Et Monday est vraiment bien. Mais du coup, tous ces outils-là que je commence à aligner, ça commence à coûter un peu de pognon. Pour que vous compreniez aussi pourquoi une agence coûtera toujours un peu plus cher qu'un freelance qui n'aura pas forcément ces mêmes équipements-là. Mais ces équipements, ils permettent d'avoir une cohérence du début jusqu'à la fin du projet. Et après, quand on parle de site, on parle aussi souvent d'hébergement. Et l'hébergement a une forte importance aussi dans la performance même du site, sa rapidité et dans la stabilité de la chose. Et donc, du coup, nous, on recommande O2Switch. Ils sont à Clermont-Ferrand. On va vous mettre le lien aussi d'O2Switch pour les hébergements. Il y a une offre à 5 € par mois. Et nous, on a un serveur dédié chez eux. Je ne sais plus, ça coûte 200 ou 300 € par mois. Mais on met tous nos clients dessus, mais ça nous permet d'avoir des hébergements robustes. En plus, ils sont super réactifs. Et donc, c'est une bonne base quand on attaque son site web. Bon, ok. Voilà, ça c'était pour les outils. Je n'avais pas fini avec la partie sketch et tout, donc c'est pour faire les maquettes. Donc, si vous voyez un designer en tout cas qui vous fait des maquettes sur InDesign ou sur Illustrator ou Photoshop, en général il y a un bug, c'est-à-dire que la personne n'utilise pas forcément les outils les plus modernes et ça sera un peu compliqué pour elle de mettre à jour les fichiers, tout ça. Donc, regardez juste s'il y a au moins un des trois utilisés et en général on est sur des bonnes bases. Donc voilà, tout ça pour vous montrer déjà que si on cumule tous ces outils, ça doit bien être un budget, allez, je sais pas, de 10 ou autre, 10 milliers d'euros par an qu'on met là-dedans dans ces différents outils qui nous permettent d'avoir une bonne structure, un bon suivi de tout ce qu'on fait. Mais après, il faut vous poser la question de pourquoi vous faites un site. Je vais aller très vite là-dessus parce que c'est à vous de répondre à cette question, mais est-ce que c'est un site surtout pour se faire connaître? Est-ce que c'est un site pour qualifier des leads, pour rentrer des bases de données de contact, pour faire du marketing automation, pour faire tout ce qu'on veut? Et du coup, un site qui va commencer à être un peu plus compliqué avec des bases de données et tout dans tous les sens. Ou si c'est un site pour vendre, où on va être sur du e-commerce plutôt basique ou du e-commerce compliqué. Mais en tout cas, en fonction de ces objectifs-là, forcément, les prix ne seront pas les mêmes et l'orientation même que l'agence donnera un peu à votre projet, que le projet que vous allez co-construire avec votre partenaire, il sera différent et les prix ne seront pas les mêmes. Mais bon, voilà, ça sera à vous de choisir ou autre.
Et surtout, votre site, au final, c'est dans la case bleue que j'ai pu mettre là au milieu. En gros, nous, on a une formule d'accompagnement, on est agréé organisme de formation, et du coup, on accompagne et on forme des clients à prendre en main tous les outils qui se trouvent tout autour. Donc, il y a rien que les outils Google de statistiques, les outils de notoriété avec la gestion des réseaux sociaux, outils de création de contenu. Donc, aujourd'hui, on est sur Livestorm, celui qui se trouve tout en bas à gauche. Il y a tout ce qui est lié au serveur, tout ce qui est lié au mail, tout ce qui est lié au système d'information. Et surtout, à droite, ce qui est très intéressant, si vous vous intéressez un petit peu à l'acquisition de leads, à la prospection digitale, à gagner du temps, à gagner de la performance et à choper toujours plus de clients, c'est plutôt les deux colonnes à droite qui vont être très, très intéressantes pour vous. La première, c'est sur tout ce qui permet de collecter de la donnée, et la deuxième, tout ce qui permet de diffuser vos messages et d'automatiser tous vos messages. Donc, on pourrait appeler ça du gros hacking, tout ce qu'on veut. On peut mettre des noms modernes, mais en tout cas, ces outils-là sont vraiment assez puissants. Donc, à savoir que la slide, je vais vous l'envoyer, et surtout, tous les liens seront cliquables là. Vous pourrez retrouver l'intégralité des outils si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, voilà, votre site, en fait, il baigne au milieu de tout ça. Et du coup, sur un projet, il est important de prendre en compte tous ces outils-là. Par exemple, ce qu'on fait nous. Donc ça, forcément, ça prend un petit peu de temps de poser toutes les bonnes questions et de prendre en compte tous ces éléments-là. Quoi qu'il en soit, on attaque direct sur la partie budgétaire, puisque c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. À savoir que le budget, donc là, on est dans le cadre de la création d'un site web. On n'est pas en refonte, on est en création pure. Une startup qui vient de se monter, une TPE qui avait jamais eu de site, une PME qui avait jamais eu de site ou qui dit vraiment le site, l'ancien, je le fous à la poubelle, on a changé de nom, on change de tout et ben on recommence à zéro. Ce sont ces budgets-là. Un site vitrine, alors c'est bien sûr à partir d'eux, mais en général, c'est ça. Un site vitrine, on va être environ à 7 000 € hors taxe. Ça va être un site où il va y avoir l'accompagnement et la gestion de projet en amont. Il va y avoir un travail sur l'ergonomie, c'est-à-dire comment on positionne les éléments sur la page, quel est mon parcours utilisateur. Donc, on va vraiment se mettre à la place d'un utilisateur et de voir toutes les étapes que cet utilisateur doit parcourir pour arriver jusqu'à l'élément final qui est peut-être l'inscription à la newsletter, le téléchargement de livre blanc, le formulaire de contact ou je ne sais quoi. Il va y avoir le côté direction artistique, design, l'optimisation pour le référencement, le développement, l'optimisation de la performance, parce que forcément, il faut que le site il soit rapide. Et ça va comprendre aussi la mise en ligne. Et après, il y a la partie maintenance. Je vais y venir juste à la slide d'après. Donc, en gros, pour un site vitrine, dans une agence comme la nôtre, il faut compter 7 000 € hors taxe pour les sites, on va dire, plutôt pas simples, mais fonctionnels. Et on a nos 5 pages. On est sur du vitrine pour présenter des services, par exemple. Ensuite, sur la partie e-commerce, là, ça attaque plutôt à 9 000 €. Pourquoi? Parce que en fait, on prend tout ce qui est à gauche sur la site vitrine et on va rajouter tout ce qui est en lien avec la partie e-commerce. Donc, on a le tunnel de paiement, on a tous les gabarits de pages supplémentaires. Ce que j'appelle un gabarit, c'est par exemple la page d'accueil représente un gabarit. Et donc, le designer va designer une page d'accueil. Le développeur va intégrer et développer une page d'accueil. Par contre, une page service, que j'ai 1 ou 150 millions de services, ben, je vais avoir le designer va en designer qu'une seule et l'intégrateur et le dev, ils vont en développer qu'une seule. Et après, on va pouvoir les dupliquer à l'infini. Et du coup, en e-commerce, on va rajouter les gabarits e-commerce. Donc, les catégories de produits, la fiche d'un produit lui-même, le tunnel de paiement, la partie connexion pour le client, toutes ces choses-là vont se rajouter forcément. On a aussi tout l'import des produits, parce qu'en général, on ne se lance pas avec un seul produit en e-commerce. Il va falloir importer 100, 200, 300, 400 produits, donc on prend ça en compte. Optimisation des performances, mise en ligne, maintenance. Voilà un peu pour les tarifs sur du vitrine et du e-commerce. Ensuite, il faut savoir que tous vos sites, il est important quand même de les maintenir. Surtout quand on est sur du open source comme du WordPress, Joomla ou Drupal. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les mises à jour tous les mois, et d'ailleurs nous on les fait toutes les semaines, si vous ne faites pas une sauvegarde quotidienne pour conserver votre travail en cas de pépin, si vous ne contrôlez pas tous les aspects de sécurité et j'en passe, eh bien le site risque au bout de 6 mois, 1 an et demi de se faire pirater. Donc c'est pour ça qu'on considère que les sites open source type WordPress sont moins sécurisés que les autres. Ce qui n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que si on ne fait rien, effectivement, à terme, il sera beaucoup moins sécurisé qu'un autre. Mais si vous faites les mises à jour régulièrement, c'est-à-dire tous les mois au minimum, ou comme nous, toutes les semaines pour nos clients, votre site, mais jamais de la vie, il aura un seul pépin. C'est-à-dire que nous, sur tous les clients qu'on a accompagnés et qui ont pris l'offre de maintenance, il n'y a jamais eu un seul pépin, sauf des erreurs humaines de quelqu'un qui donne son mot de passe à un concurrent ou je ne sais quoi, mais ce qui n'est pas arrivé non plus d'ailleurs, heureusement. Mais aucun pépin. Par contre, nos clients qui n'ont pas pris la maintenance, certains ont eu 0 problème aussi, hein, mais il y en a, c'est arrivé au bout d'1 an et demi, 2 ans, 4 ans, ça arrive au bout d'un certain moment, parce que forcément, si c'est pas mis à jour, eh bien, au bout d'un moment, les failles de sécurité sont déclarées sur Internet et des petits malins vont venir en profiter.
Bon, quoi qu'il en soit, en gros, mettez à jour tous vos plugins, mettez à jour WordPress, il n'y aura jamais de souci. Les offres de maintenance. Chez nous, par exemple, l'offre mensuelle de maintenance qui permet de faire les mises à jour, la sécurité, l'hébergement, l'assistance en moins de 24 heures en cas de piratage ou quoi que ce soit, même si ça n'arrive pas, et l'envoi d'un rapport tous les mois pour dire c'est bon, c'est mis à jour, on a fait ci, on a fait ça, voici le nombre de visiteurs, tout ça, c'est 90 € hors taxe par mois. Et à cette offre, on ajoute des modifications, ce qu'on appelle de la TMA. La TMA, c'est de la tierce maintenance applicative. Ce qui veut dire qu'en gros, on est disponible pour soit corriger des bugs potentiels qui sont arrivés avec les évolutions de WordPress et tout ce qu'on veut, ou alors faire évoluer le site parce que, par exemple, le client, il veut finalement avoir il veut avoir un compte utilisateur en plus, il veut mettre un agenda, il veut faire je ne sais quoi. En soi, c'est plein de choses qu'il peut faire tout seul, mais s'il a besoin d'une équipe technique et qu'il veut qu'on intervienne plutôt rapidement, eh bien, du coup, il profite de cette heure-là. Il a 1 heure par mois, soit en gros 12 heures par an qu'on utilise quand on veut. Il n'y a même pas de date de péremption. Nous, nos maintenances, les clients peuvent l'arrêter juste par mail la veille du truc. Il a juste à nous dire c'est bon, j'arrête. On arrête, il n'y a pas de question, terminé. Mais quoi qu'il en soit, cette heure-là permet de faire toutes les évolutions et toutes les corrections qu'on souhaite sur le site. Des clients prennent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il y en a qui prennent 1 jour par mois. Et on facture à 82 € de l'heure. Forcément, plus il y a d'heures, plus le prix est dégressif. Et là, le petit message que je souhaiterais faire passer, soit à mes concurrents qui regardent cette vidéo, soit ce webinaire, soit à des futurs prospects ou qui que ce soit qui regarde ce contenu, c'est qu'il est important d'avoir un partenaire sur le long terme sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui ne va pas devoir repasser par la case devis et commercial à chaque fois que vous avez une demande. C'est rien de plus désagréable que de dire j'ai besoin de faire telle petite modif. C'est une modif qui va prendre, je sais pas, 10-15 minutes. Sauf que pour ces 10-15 minutes, un commercial va vous appeler en disant oui, alors quel est le besoin? Ah, ok, donc on va en avoir. Lui va dire à peu près pour 2 heures parce qu'il faut le rémunérer lui, il faut rémunérer le chef de projet, il faut rémunérer le dev, il faut rémunérer tous ceux qui ont entendu parler de votre mail. Et au final, un truc qui aurait pris 10 minutes, qui aurait été fait dans la semaine, terminé, bonsoir, là, ça va prendre 3-4 semaines et puis ça va vous coûter plutôt 2-3 heures d'intervention au lieu de 10 minutes. Donc vraiment, que vous soyez avec nous, avec un partenaire, avec une autre agence ou qui que ce soit, essayez vraiment de prendre quelques heures chez eux, par-ci, par-là, annuelles. Comme ça, il n'y a plus de commercial et directement on fait les modifs et terminé. OK. Ensuite, on va passer au budget pour une refonte de site. Parce que refonte de site et création, honnêtement, c'est pas trop la même chose. Alors, on voit les budgets sont pas trop différents là. Mais ça peut avoir des grosses différences. Plus le site est gros, plus ça peut avoir un impact. Mais du coup, sur un site vitrine, en gros, on a tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais à ça, on va rajouter l'import des anciens articles de blog. On va rajouter les redirections URL parce que forcément, on passe d'un site qui avait son nom de domaine avec des URL, par exemple, pilotine.com/contact, et peut-être sur le nouveau site, il s'appellera pilotine.com/contactez-nous. Et ben ça, il faut dire à Google, il faut dire à tout le monde, il faut dire aux visiteurs que l'ancienne page n'existe plus et qu'elle redirige vers la nouvelle. Alors pour la page de contact, on s'en fiche un petit peu, mais pour les pages qui ont un très très bon référencement naturel sur Google par exemple, eh bien le but c'est de conserver un maximum ce référencement-là et de faire en sorte que le trafic puisse arriver sur la bonne page. Donc du coup, tout ça, il faut le prendre en compte en amont. Et donc, quand on fait une refonte de site, il faut forcément le faire. Sinon, on peut perdre un petit peu le référencement. Un petit peu beaucoup même, si on le fait. Et la mise en ligne est souvent un peu plus complexe parce qu'on va devoir faire une transition. On avait un site et on va devoir passer à un autre site sur le même nom de domaine, pourquoi pas sur le même serveur, ou alors on change d'hébergement ou je ne sais quoi. Donc, c'est un petit peu plus poussé. C'est pour ça, bon, c'est pas beaucoup plus, mais on est en gros dans les 7 500 € quand on est dans le cadre d'une refonte de site vitrine. Quand on est dans le cadre e-commerce, la facture commence doucement à grimper un petit peu, puisque en plus de faire toute la partie amont, là, on va devoir importer des choses assez cruciales en e-commerce, c'est-à-dire les commandes clients, les produits, les utilisateurs, les clients eux-mêmes, je pense qu'on est pas mal, produits, clients et commandes, et tout ça, c'est pas de la tarte. Alors, si on est déjà sur un site WordPress et WooCommerce, parce que la brique e-commerce de WordPress, ça s'appelle WooCommerce, si on est déjà là-dessus, ça va, parce que ça veut dire que la base de données est structurée de la même façon. Par contre, on a déjà fait des transferts, par exemple, de PrestaShop vers WordPress, de Shopify vers WordPress, de Magento vers WordPress, ou je ne sais quoi. Et là, les structures sont potentiellement différentes. C'est-à-dire que sur WordPress, on va par exemple, c'est le nom, le prénom, l'adresse, la commande, alors que sur PrestaShop, il va y avoir le nom, le prénom, l'adresse, elle va être à un autre endroit, la commande, elle va être encore ailleurs. Et donc, du coup, il va falloir nous, en fait, créer un script automatique qui va prendre toutes les données, les reconfigurer et les importer dans le nouveau site. Et en fait, c'est ça qui est long. Mais honnêtement, que vous importiez, allez, on va dire 100
ou 1 million de produits, en gros, on s'en fiche complètement. Parce que le temps, nous, qui aurait été nécessaire, c'est de faire ce fameux script qui transforme les données A en données B. Par contre, si je dois faire plusieurs scripts de ce type-là, c'est-à-dire je dois transformer ces données-là, je dois en transformer d'autres, machin, mais peu, bah, au final, ça va me prendre plus de temps. Mais une fois qu'on a fait le script, que j'importe 100 ou 1 milliard de données, bah, c'est juste, ça sera très long, puisque c'est l'ordi qui va carburer, le serveur qui va chauffer, mais en soi, intellectuellement, et ce que vous payez, c'est-à-dire de la matière grise, par exemple dans une agence comme Pilotine, bah là, il n'y en aura pas besoin de beaucoup plus, parce que le script aura déjà été fait. Et après, on importe tout en masse. Et forcément, comme pour le site vitrine, la mise en ligne, du site est beaucoup plus complexe. Autre cas intéressant. Donc là, on a parlé des sites vitrines, on va dire, entre guillemets, plutôt simples ou un besoin plutôt moyen, en général, dans les entreprises. Par contre, il y a certaines boîtes qui viennent vers nous, certains clients qui viennent vers nous avec des projets beaucoup plus graphiques. C'est-à-dire, il faut créer aussi le logo, il faut créer la charte graphique, il faut créer un univers de marque. On veut que notre site, il dégomme tout, qu'il y ait des animations partout. On veut vraiment que notre site, on puisse comprendre qu'on est les champions du monde et que c'est un truc de ouf. OK. Donc là, forcément, on va rajouter du travail graphique et du travail de développement. Parce que qui dit graphisme supplémentaire, animation dans tous les sens ou quoi que ce soit, bah, va nécessiter aussi du développement et de l'intégration en plus. Donc, à ça, on va rajouter le coût, par exemple, d'un logo, d'une charte graphique, plus de temps disponible en design, puisqu'il va y avoir plus de réflexion. On va peut-être aller aussi plus sur des tests utilisateurs, des choses comme ça, pour pas faire de bêtises. Il va y avoir plus de travail d'animation, il va y avoir des illustrations sur mesure, il va y avoir pas mal de choses comme ça. Et on va aussi créer du contenu. Potentiellement, il va y avoir de la prise de photos, il va y avoir de la création d'articles de blog, il va y avoir de la présentation, je ne sais quoi. Donc là, en général, on est plutôt à partir des 15 000 euros. Parce que ça rajoute quand même une bonne masse de travail, mais qui feront en sorte que le site, vraiment, top moumoute. Hein. Et après, on a aussi les projets très, très techniques. Très techniques, les projets, c'est bon, tout ce qu'on a vu avant. Mais par contre, on va avoir là des fonctionnalités sur mesure. Par exemple, on va créer une marketplace, on va avoir un job board, on va avoir, je sais rien, une carte interactive de ouf, on va faire des trucs comme ça. Ou alors, on va interfacer notre site avec des outils externes, genre avec, j'en ai mis là, avec Zoho CRM, avec Salesforce, avec Sage, avec Cegid, avec EBP, avec tout ça, tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, votre site, c'est un peu la slide qu'on avait vue plus haut, où on voyait que le site, il baignait au sein de plein de choses. Et ben là, on va dire, ouais, mais mon site, moi, pour qu'il puisse m'être utile au niveau métier et qu'il puisse vraiment m'apporter une plus-value au niveau business, eh bien, je veux qu'il soit connecté avec mon ERP ou avec mon CRM. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait une demande de contact sur le site, boum, c'est balancé sur Salesforce. Mes produits, ils sont pas hébergés sur le site, ils sont hébergés sur une base EBP ou Cegid, par exemple, ce qui arrive sur pas mal de nos clients. Ils ont toute leur base de produits sur EBP ou Cegid, et derrière nous, il va falloir importer tous ces produits-là sur le site. Donc, ils ne modifieront pas le site manuellement, ça sera tout automatisé depuis leur ERP, et les produits vont s'afficher, les commandes seront renvoyées sur leur ERP, tout ça. Donc, ça devient assez lourd. Par contre, en termes business, en termes d'efficacité, ils vont éviter du copier-coller toute la journée. Ils économisent souvent même un, deux, voire je sais pas combien de CDI derrière. Mais ça, forcément, bah, ça prend un peu de temps. Après, il y a la génération de documents automatisés sur un site, génération de PDF, génération export Excel, tout ça automatisé prend un peu plus de temps. Une brique e-commerce sur mesure, typiquement, j'ai 150 offres d'abonnements différentes, mais je peux ajouter aussi des produits au panier, machin bidule. Il y a des gens, ils ont des idées, ça va loin. Des espaces clients sur mesure avec plein d'informations utiles pour eux ou de l'import en masse d'informations. Tout ça va tendre à compliquer. J'ai oublié, par exemple, la partie multilingue. Forcément, un site multilingue avec 150 langues, alors je ne sais pas s'il y a 150 langues dans le monde, mais c'est pas grave, on va dire avec 10 langues, est forcément beaucoup plus costaud à envisager qu'un site en français. Et donc là, à partir de 20 000 euros en général. Alors, 20 000 euros, c'est pas quand il y a multilingue, hein. C'est vraiment quand on cumule des fonctionnalités sur mesure, une API externe de type un CRM, un ERP qu'on va devoir venir synchroniser avec le site et tout ça, c'est là où on commence à être dans les 20 000 euros. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les prix, on va détailler un devis juste après. On va détailler un devis juste après, vous inquiétez pas, je vais faire acte de transparence, comme je vous l'ai dit. Comment faire baisser le coût d'un site? Alors ça devient intéressant. Et c'est là où il y a un intérêt aussi parfois à passer par un partenaire, genre une agence, un freelance ou qui que ce soit, puisque en général, ce partenaire, il en a vu des vertes et des pas mûres, il a fait plein de projets les plus tordus les uns que les autres, et il sait à peu près maintenant ce qui fonctionne pas. Et du coup, vous allez avoir un retour d'expérience intéressant en termes de bonnes pratiques ou de choses à faire ou à éviter. Alors, je vous ai mis quelques petits points, il y en existe bien entendu des milliers d'autres, mais voilà quelques-uns qui pourraient être intéressants pour vous. Un bon moyen d'économiser des sous, ça va être d'intégrer par exemple vous-même vos contenus. C'est-à-dire que l'agence va designer
toutes les différentes pages, mais par exemple une page service, une page recrutement. Et par contre, s'il y avait 150 services, bah, c'est vous qui allez faire les 149 autres. Vous vous rendez compte que là, vous n'allez plus payer ni du design, ni du développement, ni même de la gestion de projet. Vous allez payer des copier-coller. Et ça, un copier-coller, en général, ça vaut assez peu cher. Voire même, si vous êtes malin, il y en a, ils vont à l'île Maurice, à Madagascar, et ils payent des gens. Alors là, pour le coup, ils coûtent peut-être 100 balles par jour, j'en sais rien, pour faire des copier-coller. Et là, vous pouvez y aller en termes de copier-coller. Je crois que même une fois, il y en a, il m'a proposé 35 euros par jour. Donc, comme quoi, c'est rentable. Payer un designer, un dev ou un chef de projet qui va vous coûter 500 euros par jour ou 600 pour faire des copier-coller, il y a franchement moins d'intérêt. Donc, intégration de contenu, ça, il y a moyen d'économiser un peu de sous. C'est-à-dire que nous, on va intégrer les premières pages et après, tout ce qui est déclinaison de page, c'est pour vous. Les plugins, il y a des plugins qui changent réellement la vie. Je ne sais pas si vous connaissez Weglot, c'est un plugin, donc ça va pas faire plaisir à ceux qui font de la traduction, par exemple, mais c'est un plugin qui fait de la traduction automatisée. Alors forcément, ce qui est bien, c'est que le truc n'est pas non plus parfait à 100%, c'est-à-dire qu'il y aura forcément des erreurs, mais l'outil vous donne la possibilité de corriger ces erreurs-là. Mais par contre, ça va vous traduire automatiquement tout votre site dans toutes les langues. Là où forcément, du multilingue, si on veut que ce soit fait proprement dans un secteur de niche où les mots sont assez particuliers, il faut bien choisir ces mots, le truc automatique ne marchera pas. Ça marchera dans pas mal de cas, le truc automatique, mais pas dans tous les cas. Et quand ça ne marche pas, bah, va falloir payer un rédacteur, va falloir faire les copier-coller sur le site. Et du coup, Weglot, ça va coûter à peu près 500 euros par an. Faire son site avec 4 langues, avec des traducteurs, tout ça, vous êtes peut-être plutôt dans les 5, 6, 7, 8 ou 10 000 euros. Donc, effectivement, il y a une belle différence. Il y a un plugin sur WordPress qui s'appelle Newsletter, qui permet d'envoyer les newsletters automatiquement. Voilà, ça peut changer la vie. Yoast, c'est le plugin qui permet de faire du référencement naturel, d'optimiser ses contenus pour le référencement naturel, et il change la vie. Alors que si ça, vous l'aviez fait en sur-mesure, bah, fallait tout créer de base. Là, au moins, il y a un truc tout prêt à l'emploi. WP Rocket, c'est un outil qui permet d'optimiser le temps de chargement du site, de faire en sorte que les ressources soient mieux utilisées, tout ça, tout ça. Pareil, ça change la vie. Ensuite, il y a des services tiers qui changent la vie. Et là, je vais insister un petit peu sur cela. Notamment, bah, des fois, il y a des clients, ils nous demandent un truc qui paraît un peu sur mesure. Dire, ouais, j'aimerais qu'ils s'inscrivent à la newsletter et qu'ils reçoivent un mail pour dire que c'est bon, puis un mail 4 jours après, puis un mail 10 jours après, puis un mail. En gros, ils sont en train de demander ce qu'on appelle un autorépondeur. Un autorépondeur, il y a des outils qui le font très bien, comme ActiveCampaign. Il y a des outils qui le font très bien, comme Mailchimp. C'est-à-dire que les gens vont télécharger votre livre blanc, ils vont s'inscrire à votre newsletter, ils vont s'enregistrer sur votre formulaire de contact, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et en fait, derrière, cet outil, on a juste à faire un petit copier-coller sur le site et vous allez mettre votre formulaire sur votre site, ce qu'on fait par exemple sur le site de Pilotine. Et derrière, toute la mécanique sera huilée, tout sera automatisé et il n'y a pas besoin de payer un développeur pour le faire. Il y a besoin de payer un outil. Mailchimp, ça commence peut-être à 20 euros par mois. ActiveCampaign à 49 euros par mois. Mais il vaut mieux payer, je pense, les 40 ou 200 euros par mois même et monter en compétence sur ces outils et avoir une vraie maîtrise et pouvoir faire ce que vous voulez sans passer par un dev, plutôt que de faire développer ça en sur-mesure par une agence. Parce qu'il va falloir penser à tout, parce que si vous avez oublié un truc, bah, c'est pour votre pomme. Le truc sera un peu moins évolutif, parce qu'à chaque fois, il faudra passer par un développeur, tout ça. Donc vraiment, ActiveCampaign, Mailchimp ou HubSpot pour la partie CRM, c'est-à-dire on fait remonter tous les contacts sur un CRM directement, il n'y a pas besoin de faire des copier-coller et tout. Ça peut changer quand même vachement la vie. Et nous, on préférera toujours vous recommander des outils comme ça, plutôt que de faire bêtement un truc, de développer bêtement quelque chose qui existe déjà. Donc voilà, aussi faites-vous accompagner là-dessus, faites-vous former là-dessus. Ensuite, différence entre prototype V1, V2, V3. Donc V1, c'est version 1, version 2, version 3. Tous ces éléments-là vont vous permettre ça va vous permettre de séquencer ou de planifier dans le temps votre projet. C'est-à-dire que des fois, on a des clients, ils viennent vers nous en disant « J'ai une idée de ouf. On va faire le Blablacar, du Airbnb, du Uber Eats, du je sais pas quoi. » En gros, ça fait tout. Sauf que ça, bah, c'est pas 7000 balles, c'est pas 10 000, c'est pas 20 000, c'est pas 30 000, c'est plutôt 100, 200, 300 ou 1 million, j'en sais rien. Tous ces gens-là, ils ont mis des centaines de milliers d'euros dans leur site. Et donc, pour éviter de faire cette bêtise-là, et pour tester votre projet, parce que souvent, en général, ceux qui demandent ça, ils n'ont pas forcément non plus un budget illimité. Et donc, pour éviter de vous exploser en vol et de faire en sorte que votre projet ne sorte jamais et d'avoir dépensé une fortune, ma recommandation, c'est toujours de commencer par un prototype. Un prototype, c'est par exemple, par rapport au prix que j'ai donné, on attaque par la base. On fait déjà un site vitrine. Ce site vitrine, on le fait évoluer quelques mois après en site e-commerce. Ce site e-commerce, après, on va commencer à le paramétrer avec vos outils de CRM, votre ERP, votre machin, votre bidule. Mais on fait étape par étape. Comme ça évite de débloquer tout de suite le budget à 20 000 euros. Et vous allez pouvoir commencer avec du 7, 10 000 euros, avoir une bonne base bien robuste qui sera évolutive, puisqu'on est sur du open source et du coup, toutes les évolutions sont possibles, qui sera bien évolutive et qui permettra d'atteindre votre second objectif, troisième, quatrième, cinquième.
Et du coup, ça permet de séquencer ou de lisser le budget dans le temps. Et très vite, vous vous rendez compte peut-être qu'à la première étape, avec votre prototype, en fait, le marché répond pas, c'était trop innovant, je ne sais quoi. Dans ce cas, vous avez économisé 13 000 euros. Par contre, si vous voyez qu'il y a de l'attraction, ce qu'on appelle de l'attraction, c'est-à-dire les gens viennent, il y a beaucoup d'acquisitions et vous vous rendez compte que les gens sont intéressés, et ben là, ça sera beaucoup plus simple pour vous mentalement de débloquer les 13 000 euros restants. Et surtout, votre prototype, il est sorti beaucoup plus tôt que si vous aviez voulu tout de suite le site qui faisait la totale. Parce qu'un site qui fait la totale, comptez pas dessus avant 6 mois, 1 an pour la plupart des cas. Hein. Parce que vu que le client, en plus, il en rajoute à chaque fois, ça complique tout, donc 6 mois, 1 an. Un prototype, il peut sortir en 1, 2, 3 mois. Et au bout d'un, 2, 3 mois, on a notre site, et du coup, le truc qui fait le truc trop compliqué, le Frankenstein, bah lui, on a le temps de le voir venir, et surtout, on a les finances après pour le financer. Ensuite, vos contenus photos. Donc, je peux que vous recommander de passer par des photographes professionnels, d'avoir une vraie banque d'images qui est à vous. N'achetez pas des trucs sur Internet, là, les trucs Adobe Stock et tout. Je pense que c'est pas un bon plan en général. Ça fait une image low cost, c'est pas top. Donc, ayez des photos de vous, de vos produits, de vos services, de tout ça. Et je vous recommande, si vous avez un budget faible, de passer par Miro. Miro, meero.com, pour 200 ou 300 balles. Il y a un photographe qui vient chez vous, il va rester 1 heure, 2 heures, il va vous prendre tout ça en photo, tchac, 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 et après, ça fait des belles photos à mettre sur tous vos supports. Donc voilà, si vous n'avez pas un budget monstrueux pour des photos très qualitatives, forcément on n'a pas le même niveau, mais au moins, ce sera des photos professionnelles de vous, de vos services, de vos produits, de votre équipe, et ça sera pas mal. Et ensuite, les logos. Il y a un point assez touchy sur les logos. Par exemple, nous, on accompagne même des clients sur le naming, sur le logo, sur la charte graphique, sur plein de trucs. Mais on a eu tendance, il y a longtemps, à faire des logos pour 200 balles, pour 500 balles, pour 1000 balles. En fait, ça ne rime à rien. Un logo, soit on souhaite que ce soit travaillé, soit on souhaite qu'il y ait une vraie réflexion autour, il y ait un vrai argumentaire, qu'il y ait des vrais ateliers de travail, qu'il y ait des vrais échanges et qu'on aille sur une solution qui est la meilleure pour votre client et pas pour vous. Soit on reste que sur les goûts et les couleurs. Et dans ce cas, si vous êtes très, très goût et couleurs et que vous dites, moi, je sais ce que je veux dans votre tête, ne payez même pas une agence. Allez sur 99design.fr. 99design.fr, en gros, là, pour 200, 300 euros, vous aurez 30 ou 40 propositions de freelance qui travaillent partout dans le monde, qui vont faire des propositions de logo. Alors, c'est pas forcément ce que je recommande, hein, mais c'est si, en termes de budget, vous ne pouvez pas aller sur du 2, 3 ou 4 000 euros pour un bon logo et une bonne charte graphique argumentée, travaillée, professionnelle, et ben, allez plutôt sur des offres à 300 euros. Parce que là, vous aurez plein de propositions et vous pourrez très facilement choisir celui qui vous plaît le plus au feeling. Mais pour moi, un travail de logo, il ne doit pas se faire au feeling, il doit se faire parce que c'est argumenté, parce que c'est travaillé, parce qu'on a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur le positionnement, on a travaillé sur plein de trucs. Mais si vous êtes beaucoup au feeling, franchement, 99 Design, c'est parfait. Et honnêtement, nous, il y a un client sur 10, on l'envoie là-dessus parce qu'on sait que ça va pas le faire. C'est quelqu'un de très feeling, donc du coup, il vaut mieux qu'il ait ses propositions prêtes à l'emploi. Voilà. Alors, les compétences au sein d'une agence, combien ça coûte? Donc, pour vous ayez un peu le récap, après on va passer au devis. Donc, un chef de projet, par exemple, chez nous, est facturé 500 euros hors taxe par jour. Dans d'autres agences, il est à 700, machin. Nous, il est à 500 euros par jour. L'éditorial, le contenu, donc tout ce qui est photo, vidéo, rédaction, tout ça, 500 euros par jour. Directeur artistique, un peu plus, 600 euros par jour, parce que ça demande énormément de réflexion. Et au final, par exemple, vous allez le voir pendant un atelier de 2 heures, mais en fait, il y a eu beaucoup de réflexion en amont, recherche d'inspiration, on a bien regardé les concurrents, tout ça. Donc, on est plutôt sur 600 euros par jour. Ergonomie ou web design, une fois que la direction artistique a été posée, on est sur du 500 euros par jour. Développeur WordPress, là pour le coup, plutôt senior. Hein, on a des gens chez nous qui ont 15 ans d'expérience, 4 ans, 6 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans. Sur WordPress, on est plutôt dans les 600 euros par jour. Et social media ou conseil ou accompagnement, tout ce qu'on veut, on est à 500 euros par jour. À savoir que, comme je vous le disais, sur la partie nous social media, éditorial contenu, tout ça, on va préférer avoir une position où on dit on va vous aider, on va vous former, on va vous faire monter en compétences pour que vous puissiez prendre en main ces éléments-là et les réaliser vous-même. On va vous aider à mettre en place, par exemple, certains réseaux sociaux, mais après, le community management, il vaut mieux que ce soit vous qui le fassiez. On va vous aider à mettre en place un outil d'emailing, mais honnêtement, la création de votre newsletter, il vaut mieux que ce soit vous qui le fassiez. On va vous aider à mettre en place votre truc de marketing automation, mais honnêtement, il vaut mieux que ce soit vous qui le maîtrisiez. Ce serait beaucoup plus efficace. Et là, nous, on est à 1 200 euros par jour parce que c'est pris en charge par les OPCO, ça passe sur les CPF, c'est tout ce qu'on veut, et en gros, c'est gratuit. Et nous, ça nous donne le temps de bien préparer la formation qui est toujours sur mesure. Ok. Bon, l'écosystème, on l'a vu tout à l'heure, hein, le site, il gravite autour de plein de trucs. Donc, vous retrouverez la slide, vous pourrez retourner dessus, mais en gros, prenez en compte tout ça quand vous faites un site internet.
Le site, c'est bien, hein, mais il n'y a pas que le site. Allez, lire un devis Pilotine, c'est parti, mon kiki. Donc, sur la slide, là, vous avez un site vitrine là, que j'ai mis. Vous avez un détail de site vitrine, OK. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller je vais en faire un directement sur mon outil de facturation. Ah, alors je vois qu'il y a des questions. On va regarder. Ok, désolé, j'avais disparu, j'ai fait une fausse manip. Alors, enfin, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, allez-y. On va faire une petite étape questions-réponses et après, comme ça, j'attaquerai la partie devis. Joanne, ça a l'air super carré chez vous, mais je vois beaucoup d'agences facturer 2500 euros TTC. Alors déjà, ceux qui facturent, enfin, quand on parle pas de hors-taxe, c'est souvent qu'on est auto-entrepreneur. Et donc, en gros, bah, vous allez passer par un freelance ou autre. Ah, voilà. Ou alors, ils ont des thèmes prêts à l'emploi. Donc, tous ceux qui passent par ce dont j'ai parlé au début, là, Divi, Avada, WP, machin, Bakery et tout ça, c'est normal que ça coûte ce prix-là. Parce qu'en gros, il y a pas de travail forcément graphique, ou s'il y a un travail graphique, c'est pas qu'ils se moquent de vous, mais c'est qu'en gros, ils prennent un thème et ils vont déplacer les éléments et tout ça, mais ils partent d'une base déjà prête à l'emploi. Euh, mais en gros, on applique des choses, on fait en sorte que ce soit joli, mais il n'y a pas un gros travail de réflexion, il y a pas, c'est pas du vrai sur mesure. C'est vraiment du drag and drop. Je construis mon thème je construis mon site avec ce que me donne le thème et il n'y a pas de vraie différence. Avec ACF, on part pas forcément de zéro, mais tout est fait en sur mesure. On paramètre tout en sur mesure. Mais nous, forcément, vu que ça fait 7 ans qu'on fait ça, bah, on a des briques de prêt à l'emploi un peu disponibles, mais là-dessus, on fait toujours un travail sur mesure, rien qu'au niveau de la réflexion en amont. Et vu que la réflexion en amont détermine un design sur mesure, détermine une intégration sur mesure et tout, bah forcément, ça prend un peu plus de temps, mais derrière, c'est aussi que c'est normal qu'on a pensé à tout et on ne fait pas de bêtises. Voilà, Oxygen Builder, pareil, on peut faire des trucs à 2500 euros, mais en gros, vous pouvez le faire aussi vous-même, hein. Même pas besoin d'un freelance à la rigueur. Après, vous dites, voilà, il me faut un freelance parce que je sais pas faire. Mais on peut faire effectivement pas mal de choses. Il y a entre 3000 et 7000 langues vivantes, nous dit Pierre Thomas. La grosse, je suis étonné vu que, mais oui, pas bête, parce qu'il y a quoi? Il y a 200 ou 300 pays, mais comme quoi, il y a beaucoup de, comme quoi. Donc, Wiglot, la vie. Yoast, RankMac, c'est bien meilleur que Yoast. Alors, pourquoi pas, hein, il y en a plein d'autres, des plugins. Donc, après, chacun son petit truc. Vous pouvez prendre les recommandations de tout le monde. Bonne idée pour 99 Design. Alors, le risque, me demande Théo, pour 99 Design et les logos, le risque, ça serait de perdre le client. Bah, pas forcément, parce qu'en gros, je pense plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si on n'avait pas proposé ça, on aurait perdu le client. Parce qu'il nous aurait dit, ouais, mais il y a machin qui nous fait aussi le logo dans le prix du site. Sauf qu'on sait très bien que machin qui fait aussi le logo dans le prix du site, c'est qu'il va faire un logo à l'arrache. Donc, tant qu'à faire, autant avoir plein de propositions différentes qui ne sont pas forcément argumentées, mais au moins on a le choix. Et donc, plusieurs fois, non, on les a orientés vers 99 Design. Après, honnêtement, il y en a très peu qui sont allés jusqu'au bout de la démarche, mais il y en a qui sont allés jusqu'au bout de la démarche et ils sont contents. On n'a pas trouvé que c'était les plus beaux, forcément, logos du monde. On aurait pu faire mieux, mais franchement, si ça satisfait le client et si c'était un point de blocage pour lui, il vaut mieux avancer. Alors oui, il y a le no-code aussi qui se développe avec Bubble, tout ça, nous dit Bruno. Sauf qu'avec le no-code, en général, on fait des prototypes. On va faire des choses comme ça. Un vrai site pour une PME ou une ETI qui doit être connectée avec son ERP, son machin, son bidule. On peut bidouiller, mais on aura difficilement quelque chose de vraiment robuste, carré, avec un travail de designer et tout. Par contre, pour du prototype, alors là, mais génial. Je suis d'accord. Alors après, oui, il y a des églises, hein, forcément. Donc là, Christophe nous dit pas tout à fait d'accord sur le travail à partir de thèmes. La customisation peut être importante. Le but étant de ne pas partir de rien. Je suis complètement d'accord. Donc c'est pas forcément notre vision et c'est pas notre mode de fonctionnement. Et nous, on aime bien maîtriser ce qu'on fait pour que ce soit quali, propre, que ça se charge vite, qu'il n'y ait pas de pépins, qu'on puisse le maintenir dans le temps. Mais bien entendu, il y en a d'autres qui vous diront totalement l'inverse et que c'est super simple et tout ça. Avec Elementor, ouais, on peut faire des trucs avec Elementor aussi, mais tous ces outils-là, il y aura un petit blocage au bout d'un moment. Et en termes de maintenance sur le long terme, c'est pas votre code, vous le maîtrisez pas, et c'est surtout lourdingue. Et au bout d'un moment, le site atteint quand même quelques limites techniques. Même si on peut faire énormément de choses, et que je pense qu'il y a sûrement 50% des sites qui peuvent se faire avec des thèmes, il y en a 50%, l'autre partie, ils peuvent pas se faire avec ça parce qu'on a besoin d'avoir un peu le cran du dessus, quoi. D'ailleurs, on a de plus en plus de prospects qui viennent chez nous en disant j'ai un site Divi, j'ai un site Avada, j'ai un site machin, j'ai un site bidule.
ils nous disent tous que c'est un veau, le truc se charge, c'est super lent, c'est pourri, on n'arrive plus à le mettre à jour, il est pas gna gna gna. Bah, du coup, là, ceux-là, en gros, ils sont mûrs pour passer au sur-mesure. Mais peut-être que il y a 5 ans, c'était la meilleure option pour eux de passer par un thème. Mais aujourd'hui, ils sont mûrs pour passer à quelque chose de sur-mesure. Et du prix qu'on veut mettre, effectivement, il y a plein d'enjeux. Bon, allez. Bah, merci pour toutes les questions. Je vais repasser au partage. Tac. Hop là. S'il y a d'autres questions que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire. Alors, lire un devis Pilotine. Yes. Alors, donc j'ai fait un devis pour moi-même. Voilà, bon comme ça, au moins, c'est bien. Donc on est sur Pilotine. Alors je vous présente mon outil que j'aime bien qui s'appelle Zoho Invoice et qui permet de faire de la facturation. Zoho, enfin devis, facture, tout ce qu'on veut. Zoho Invoice, c'est développé par des Indiens, c'est la compagnie Zoho, et ils font plein de trucs. Nous avant, on avait Zoho Invoice, Zoho Project, Zoho Trucmu, Zoho CRM, tout ça. Honnêtement, le reste, on n'a pas trouvé ça très ergonomique, c'était un peu lourdingue, tout ça. On a tout abandonné. Par contre, j'ai gardé Zoho Invoice qui est vraiment très bien pour faire devis, facture. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, un site, on va toujours refaire une petite introduction, redonner le périmètre du site, pourquoi on fait ça, est-ce que c'est pour faire un site vitrine, un e-commerce, quels sont les objectifs business derrière, tout ça. On va reposer un peu le contexte du projet. Bon, là, j'ai pas mis grand-chose parce que il n'y a pas de projet. Ensuite, on a une partie de conseil et de recherche. Donc ça, en fait, ça valorise tout le temps qu'on passe en amont, à peu près 2 jours. Là, vous voyez, il y a 2 jours ici. On a 2 jours fois 500 euros. C'est tout le temps qu'on va passer en amont pour l'analyse des données, l'analyse de contenu, revoir ensemble les objectifs business, les objectifs techniques, redéfinir les cibles, les personas, le positionnement, l'étude de l'environnement sectoriel, l'étude concurrentielle, travailler sur le référencement naturel, savoir sur quel mot on veut se positionner pour bien travailler l'arborescence, les URL, tout ça. C'est un temps assez important parce que faut être totalement transparent et ça pourrait être une aide à ceux qui font des sites parmi l'audimat. Avant, on ne prenait pas ce temps-là et on attaquait directement dans le concret. C'est-à-dire quand le client arrivait, au rendez-vous de lancement, en gros, personne n'était trop au courant de son projet, à part une petite presse rapidos, et du coup, on redécouvrait le projet avec lui. Aujourd'hui, vu qu'on a pas mal d'éléments en amont, vu qu'on fait bien notre travail, vu qu'on a un super cahier des charges pour les appels d'offres prêt à l'emploi que je vous invite à télécharger d'ailleurs, vous avez mis le lien, je crois, à un moment, vous pouvez le télécharger. Quoi qu'il en soit, vu qu'on a pas mal d'infos, en fait, nos designers et nos devs travaillent en amont de la rencontre avec le client pour travailler sur des recommandations ergonomiques. On leur envoie en fait plusieurs questions au démarrage du projet. Comme ça, juste avec ces réponses, on pré-programme déjà, on pré-travaille le projet. Comme ça, lors du premier rendez-vous, on en a fait un par exemple ce midi là avec un nouveau client. Eh bien, il y avait déjà au moins des planches graphiques, des planches de tendance. On avait déjà un début d'arborescence qu'on a finalisé ensemble. On avait déjà des solutions techniques qui avaient été mises en avant en disant bah, monsieur le client, vous avez solution 1, 2, 3, qu'est-ce que vous préférez et tout ça, en fait, c'est du temps qu'il faut prendre en amont d'un projet pour bien le penser. Donc, du coup, ça valorise cette partie-là, la partie conseil et recherche. On met une option, ça c'est en option, mais c'est vivement recommandé, un test utilisateur. Je ne sais pas si vous le faites. Donc honnêtement, pour un test vitrine standard, on va dire, pas besoin. Même pour un site e-commerce standard, pas besoin. Par contre, dès qu'on est sur du très graphique, du très technique, là le test utilisateur devient assez important. Par exemple, nous, il se déclenche presque automatiquement sur tous les sites à partir de 15 000 euros. Parce que là, on sait qu'il y a besoin de… Enfin, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Il faut bien penser la chose. Et donc, ce test utilisateur va nous permettre de rentrer en contact et de faire un test en physique avec 5 à 10 personas de notre client. C'est-à-dire qu'on va les mettre, on va leur poser des questions très concrètes de ce qu'ils cherchent dans la vie, pourquoi ils font ça, machin. Après, on va leur montrer des exemples de sites en leur demandant de se dépatouiller pour trouver l'information. Et comme ça, on va vraiment connaître les réels besoins et les réelles attentes de ces cibles-là. Et en faisant ce test utilisateur, honnêtement, ça simplifie la vie des designers, ça simplifie la vie du coup des développeurs, parce que si le designer il fait un truc cohérent, le dev il se tire pas les cheveux. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, ne pas hésiter à faire des tests utilisateurs en amont des sites. Voilà. Ensuite, on a la partie design. Donc, sur un site, la vitrine standard. Alors, celui-là, c'est un devis pour un site e-commerce. Mais bon, il y a à peu près 3 jours, une fois qu'on a passé le temps en amont, 3 jours de pur travail sur les maquettes, les wireframes, l'ergonomie, le design. Donc, on va designer les différentes maquettes. Donc là, par exemple, j'en ai mis 8. La page d'accueil, la page à propos, la page récap des prestations. Et automatiquement, dedans, vont se retrouver toutes les prestations. La page d'une prestation, la partie blog, article de blog, la page d'un article, une page type qui va être tout, politique de confidentialité, tout ce qu'on veut, et une page contact. Après, nous, en gros, on développe ces 8 premières pages, mais après, on peut en décliner, on peut en faire autant qu'on veut. Donc ça, voilà le travail de design de ces maquettes. Après, forcément, un développeur va intégrer tout ça. Ça va lui prendre à peu près 4 jours de travail.
Bien entendu, il va mettre en place tout ce qui va bien pour la performance et la sécurité, tout ce qui va bien pour le SEO. Ah bah d'ailleurs, ah tiens, c'est intéressant. Je parlais d'IOS tout à l'heure et je vois qu'effectivement, on a fait une modification il n'y a pas longtemps. En interne, on s'est dit qu'on allait utiliser RankMath aussi pour le référencement des budgets. J'ai même oublié. Donc, c'est rigolo. Donc, très bonne recommandation, RankMath. Pour la partie RGPD, pour les intégrations d'outils Google, optimisation, Tag Manager, Analytics, tout ce qu'on veut. Optimisation SEO, RGPD, tout ça, tout ça. Alors forcément, bien entendu, nous, par rapport à tous les sites qu'on a fait, on a déjà des bonnes pratiques, on a des briques déjà qu'on peut réutiliser sur les sites, ce qui nous permet de gagner du temps. Si je devais tout faire de base, là, je suis complètement mort. Hein, mais vu qu'on peut réutiliser déjà des blocs de fonctionnels prêts à l'emploi, ça me permet d'aller plus vite sur ce qui se fait de toute façon sur tous les sites de base. Et nous, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on pense à faire tous ces trucs de base. On ne recrée pas d'une feuille blanche à chaque fois. Après, on a la gestion de projet. Et donc, au final, c'est ça qui prend un peu de temps. Et d'ailleurs, même pour être totalement honnête avec vous, on s'est rendu compte que 3 jours, c'était mais largement sous-estimé. La plus grosse partie du temps pris dans un projet, c'est sa gestion. Entre le client qui nous a pas donné toutes les infos, qu'il faut relancer 4 fois, le client qui nous envoie trop d'informations, qui nous les renvoie 4 fois, le client qui a un peu du mal, qui est un peu en retard, nous-mêmes qui des fois, bah finalement, ah ouais, il y a un dev qui est pas disponible, machin, tout ça, machin, on s'organise autrement. Le chef de projet, c'est celui qui a la plus lourde responsabilité dans un projet et c'est lui qui va faire l'interface avec tout le monde. Quand vous passez par un freelance et que c'est un projet plutôt standard, on va dire, bah, il peut s'en sortir très très bien. Dès que c'est un projet lourd, où il y a plusieurs personnes dans la partie, où il y a aussi des CRM, des ERP, des partenaires, des machins, des bidules, c'est le chef de projet qui se prend tout. Et c'est le chef de projet qui est plutôt le garant de la qualité de ce qu'on est en train de faire, qui va vous aider à la rédaction du cahier des charges fonctionnelles et des designers, des développeurs, tout le monde, mais qui va guider toutes ces étapes-là, qui va penser à tout, qui va gérer les plannings et tout ça. Et en fait, nous, on met 3 jours aujourd'hui parce que c'est un truc qui est mal accepté, malheureusement. Je ne sais pas si vous, qui êtes aussi peut-être développeur, designer, qui bossez dans des agences, je ne sais pas si vous avez le même constat, mais un client a du mal à payer de la gestion de projet. Pourtant, c'est là où on passe le plus de temps. Moi, là, je mets 3 jours. Sur nos devis, en général, on met 3 jours, mais honnêtement, ils en passent facile 5, 6 jours en général. Qu'importe le projet, ils vont y passer forcément du temps parce que mettre tous les gens autour de la table, participer aux réunions, faire ci, faire ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais c'est cette personne-là qui est la pierre angulaire du projet qui va faire en sorte que ça se passe bien. Donc voilà, donc un peu sous-estimé, mais ça malheureusement, c'est parce que psychologiquement, les clients ont du mal à se projeter sur métier de gestion de projet. Ils disent non, mais moi je ne paye pas de la gestion, je vous ai tout donné, tranquille. Mais, non, en fait, il ne nous a jamais tout donné et ça prend quand même beaucoup de temps. Chef de projet, métier, vraiment très important. Bon, après, il y a la partie formation. On va former au back-office du site. On va vous donner plein de vidéos explicatives, tout ça, c'est super chouette. Et après, il y a la partie e-commerce. Donc, en général, là, on est sur un site e-commerce, on va dire standard. Hein. On va avoir un catalogue produit, on va avoir des produits qu'on va pouvoir ajouter à son panier. On va pouvoir payer avec PayPal ou Stripe ou sa banque. On va être livré dans la France entière ou à l'international, en euros, en dollars, en je sais pas quoi. Et ça va être potentiellement interfacé avec Colissimo, parce que c'est Colissimo qui s'occupe des envois. Et bien tout ça, par exemple, c'est inclus là-dedans, et donc ça nous prend à peu près 3 jours à paramétrer ces différentes choses, puisque WooCommerce a déjà forcément des choses de base, et donc du coup, à nous d'utiliser ça. Et après, il y a la partie sur mesure qui là est complètement vide dans notre cas, parce qu'on est sur là je vous ai fait un devis e-commerce basique, enfin standard on va dire, mais en sur mesure, on peut très vite avoir des choses. Typiquement, l'intégration de pages supplémentaires. C'est ce que je vous disais là. Vaut mieux avoir quelqu'un qui vous coûte pas grand-chose ou le faire vous-même, de copier-coller les contenus, parce que sinon, bah, ça se devise. L'import des anciennes données du site, ça peut prendre de 1 à 10 jours. La version mobile sur mesure. Je ne parle pas d'une version responsive super bien foutue, ce qu'on fait sur tous nos sites, mais d'une version mobile sur mesure. C'est-à-dire que la version mobile, vraiment, c'est pas la même que la version desktop. Ou ceux qui veulent du mobile first. Alors dans la majorité des cas, c'est plutôt du responsive. Le mobile first, c'est vraiment pour, surtout Instagram, tout ça qui l'ont fait. C'est soit on a une bonne version mobile, une bonne version ordi, mais du mobile first avec une version ordi complètement dégradée, pas top. En général, il y a très très peu de monde qui prend ça. Le site multilingue, ça a une grosse importance, effectivement, le site multilingue. Donc nous, on utilise Polylang pour du multilingue ou Weglot quand on veut faire de la traduction en masse. Mais Polylang, par exemple, nous, ça nous prend 2 jours chaque langue supplémentaire. Entre le paramétrage initial, souvent ça va être sur un autre nom de domaine. On va avoir le .fr pour la version française, le .com pour la version anglaise, tout ça, tous ces paramétrages, toutes ces redirections, toute cette optimisation prend à peu près 2 jours par langue supplémentaire. Toute la traduction après, il y a forcément des petits trucs qui ne seront pas traduits, genre des boutons, des machins dans le menu, dans le footer et tout qu'il faudra traduire. Ensuite, on a le plan de tracking. Si vous voulez un tracking aux petits oignons qui vous fait remonter tous les jours vos statistiques, tout ça, ça prend un peu de temps.
Travail de conception-rédaction en référencement naturel, les tests utilisateurs, génération manipulable, dans tous les sens après. Et majoritairement, à chaque fois ici, on a souvent des systèmes de recherche très avancés ou du vrai sur-mesure avec la synchronisation avec l'ERP, le CRM et tout ça. OK, et après à ça s'ajoute la maintenance, sécurité et la fameuse TMA, c'est-à-dire l'accompagnement. Et la TMA, ça comprend du support, on répond à toutes vos questions, du design, on design tout ce que vous voulez, du développement web, de la stratégie digitale ou de la formation. Ce qui est bien chez nous, c'est qu'on ne l'utilise pas que pour la technique, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Et il n'y a pas de date de péremption et vous avez en gros un quota de minimum 12 heures par an que vous pouvez utiliser pour tout ce que vous voulez. En lien avec notre outil, la Monday de gestion de projet, vous faites une demande sur Monday et quelqu'un vous répond très rapidement pour dire quand est-ce qu'on le fera, pourquoi on le fera et machin. Voilà, et hébergement sur notre serveur O2 Switch. Oh, voilà, et on arrive à un total de 9 132 € hors taxe, à savoir que, en fait, il y a à peu près 9 000 € pour le site et après, il va y avoir 182 € par mois pour la partie maintenance. Et cette partie maintenance, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Aujourd'hui, en gros, un client qui vient chez moi et qui me dit j'ai envie d'un site, tout ça, mais la maintenance, non, on laisse tomber. Honnêtement, je vais pas mal batailler pour faire en sorte, à la rigueur, même s'il la prend pas chez moi, s'il la prend chez quelqu'un d'autre, mais c'est important qu'il le fasse. Bon, ils les prennent toujours chez nous, heureusement, mais c'est important de maintenir son site. Sinon, on le laisse pourrir et c'est vraiment dommage. Donc vraiment, la maintenance, c'est important. Et puis, quand vous avez cette démarche-là et quand vous mettez ces budgets-là effectivement dans un site, c'est en général que vous avez des objectifs long terme. C'est pas juste un site carte de visite. Honnêtement, les sites carte de visite ne venez mais pas chez Piloting. À part si c'est un site carte de visite avec des animations dans tous les sens parce que vous êtes le roi de je sais pas quoi. Mais un site carte de visite, faut le faire avec Wix, faut le faire avec Jimdo, faut le faire pourquoi pas avec un thème sur WordPress, Divi, tout ce qu'on veut. Mais si vous avez un site où vous savez qu'il va évoluer, vous savez qu'il va suivre vos objectifs business, vos objectifs de recrutement, vos objectifs de je ne sais quoi, dans ce cas, souvent, ça nécessite un budget, vous allez être bien accompagné par l'agence, mais derrière, vous allez forcément l'entretenir, vous allez avoir plein d'idées, vous allez vouloir le faire évoluer. Genre, on travaille avec pas mal de médias, par exemple. On travaille avec Euronews, avec Ours, avec le Mag Aviron, avec l'entreprise, on a plein de médias. Les médias, en général, on a toujours une idée préconçue. À la base, on dit ouais, je veux un média avec machin, tout ça. Et en fait, quand on travaille sur le projet, ils ont plein d'idées. Là, par exemple, on va commencer à travailler avec un média qui bosse dans le pinard, donc dans le vin. Et forcément, on est persuadé, on va commencer à dire ok, les abonnements, tout ça. Et puis là, d'un coup, il va dire ah ouais, mais maintenant qu'on peut faire ça, bah, je penserais à ci, à ça, à tout ça. Donc, on a besoin d'avoir un peu de temps de votre agence qui est provisionné, que vous pouvez utiliser, mais quand vous voulez, pour faire les évolutions qui vont bien. Par exemple, lui, on sait qu'il veut passer en version anglaise d'ici 6 mois, 1 an. Il pourra piocher dans ce temps-là. Il veut potentiellement avoir un agenda ou je sais pas quoi. Il pourra piocher dans ce temps-là et pas besoin de devis, pas besoin de commercial, rien besoin. On est dans une continuité de projet absolument parfaite. Voilà, bon, après, on a des conditions de règlement, des machins, des bidules, des chouettes, et tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, notre RIB, si vous voulez nous envoyer des virements. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on n'est pas trop mal sur le côté transparence. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde. Alors, pour la sécurité, alors, je remonte un peu. Ultra important, le temps d'étude. Ouais, donc le temps en amont et surtout le temps de test utilisateur, effectivement, moi, c'est des trucs qui me paraissent effectivement importants. Vous donner des éléments de conclusion. En fait, on va présenter effectivement tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un mood board en amont. Là, quand on fait le travail amont, lors du rendez-vous de lancement, il y a déjà tout. En fait, c'est sur un PowerPoint. Il y a, Google Slide, parce qu'on travaille avec Google. Mais on a tout qui est présenté. Il y a toutes les étapes. On a redéfini les personas, on a redéfini tout ça. Donc, il y a un document, une trame de suivi qui est accessible aux clients et qui permet, même des fois, les clients réutilisent ça après pour présenter leur entreprise, parce qu'on a fait les résumés, les cibles, les positionnements, les concurrents, machin. Donc, il y en a, ils réutilisent ça pour leur propre présentation. En termes de positionnement, de conception, exactement. Plus on réfléchit en amont, mieux ça se passe. Le pire, c'est d'attaquer directement sur la technique. Alors là, c'est le meilleur moyen de se planter. Alors, pour la sécurité et surface de vulnérabilité, Pierre Thomas, de chez Abomicro, nous propose PurpleMet. Bon, je connais pas, mais ça a l'air très bien. Merci Pierre Thomas. Donc, je vous invite à cliquer dessus. Analyse non intrusive, ok. Ah, vous faites payer la gestion. Ouais, Olivier, on fait payer la gestion. Ouais, c'est triste. Hein. Donc, effectivement, donc bon retour de Daniel qui me dit que pour avoir bossé sans chef de projet, c'est une catastrophe. Et je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, avant Pilotine, au tout début, forcément, on n'avait pas de thunes, machin. Il y avait beaucoup de stagiaires. Et donc, à chaque fois, c'était un chef de projet en stage qui venait d'arriver il y a 2 mois.
bah, c'est aussi catastrophique que de ne pas avoir bon, si c'est mieux quand même d'en avoir un que pas, mais et là, on est bien content d'avoir structuré l'équipe et d'avoir des gens qui sont là depuis 2-3 ans. Ça change un peu la life. Ouais. Vous faites des applis mobiles. Donc, par exemple, chez Pilotine, on a trouvé notre positionnement. On fait que du WordPress. On fait que ça, mais on le fait super bien. Mais du coup, on fait que ça. Donc, pas d'appli mobile, pas de Drupal, pas de Symfony, pas de machin, pas de bidule, que dalle. On fait que du WordPress et on le fait très bien. Par appli mobile, on peut faire des progressive web apps avec WordPress. C'est pas non plus comme une application, mais ça permet d'avoir une version mobile avec une icône sur son téléphone et tout ça. Mais du coup, par exemple, on fait pas de React Native, de Swift, de Flutter, de tout ça. On est vraiment sur du site WordPress. Alors Pierre Thomas ne dit pas de proposition d'hébergement, donc très intéressant. Donc nous, effectivement, comme je disais au démarrage, on héberge la majorité des sites. On a un serveur chez O2Switch, mais il faut savoir qu'il y a une boîte lyonnaise qui s'appelle Abomicro, qui est dirigée par Pierre Thomas et qui propose aussi des solutions d'hébergement. Eux, en plus, ils ont des sysadmins, ils vous font l'infogérance, ils vous mettent vos serveurs, vos câbles, vos machins, ils vous installent tout dans votre boîte. Par exemple, c'est eux qui ont fait toute la connectivité aussi chez Pilotine. Et effectivement, il y a des boîtes très locales comme Abomicro qui proposent des solutions d'hébergement. Donc, allez faire un tour. Le chef de projet est-il aussi dans la prod? Alors, bonne question de Julien. Non. C'est-à-dire que, en fait, il va mettre les mains dans le cambouis quand il va falloir intégrer des contenus, quand il va falloir faire des petites corrections comme ça, parce que ça se fait depuis le back-office et c'est simple. Par contre, dès que ça touche au design et au dev, que dalle. On a vraiment des designers, on a vraiment des chefs de projet, des designers, des gens qui font du web marketing, des gens qui font du dev, et tout ça est bien segmenté. C'est vrai que j'aurais pu mettre une petite photo de l'équipe. J'ai pas pensé, mais bon, vous les retrouvez sur le site de Pilotine dans la partie équipe. Vous voyez toutes les petites têtes. De rien pour la pub, Pierre Thomas. Alors, pour terminer, je pense que je vais vous remettre le lien vers le cahier des charges prêt à l'emploi, mais j'avais d'autres trucs sur la presse. Bougez pas, restez un petit peu là. Je vais partager mon écran. Tac, tac. On a bientôt fini, hein, vous inquiétez pas. Même moi, il faut que j'aille rendez-vous là. Donc là, sur la presse que vous allez recevoir, vous aurez un autre cas pour une partie vitrine qui est un peu plus light, bien entendu. Après, vous aurez des exemples de prix. Et là, vous avez des idées de ce qui se fait aussi en sur-mesure. Par exemple, on peut proposer plein de trucs après. Hein. Enfin, vous pouvez avoir aussi plein d'idées. Solution de web callback, un espace client, une carte interactive poussée, un moteur de recherche super avancé, tout plein de choses comme ça. À savoir que nous, on aura toujours le choix avec WordPress entre est-ce qu'on prend un plugin déjà existant, en gros, ça va vous coûter 250 €, mais après, il faut que le plugin y réponde à votre besoin. Est-ce qu'on le fait en sur-mesure? Donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais ça sera nickel chrome, ça répondra pile poil à votre besoin. Ou est-ce qu'on passe par un service externe, genre ActiveCampaign, Mailchimp ou quoi que ce soit? Et là, dans ce cas, faut payer l'outil. Nous, ça nous prend un peu de temps à paramétrer, mais beaucoup moins. Et par contre, c'est souvent plus robuste et évolutif. Voilà, donc on aura toujours ce choix-là. Et après, vous avez quelques exemples de sites réalisés par Pilotine avec une indication du budget que ça coûte. Par exemple, un site d'avocat, 7 000 €, un site dans le Pinard, 9 000 €, e-commerce, un site de médias, 15 000 €, un site corporate avancé, pas multilingue celui-là, mais multilocalité. Il y a 13 sous-sites derrière, 20 000 €. Et voilà. Et après, vous avez quelques petites règles d'or, non? Et questions-réponses à l'abordage. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinar. Je vais en proposer d'autres un peu sur les mêmes thématiques, surtout basées sur WordPress, mieux comprendre WordPress, je pense. Il y a pas mal de choses à faire là-dedans. Je ne sais pas si vous avez quelques dernières questions, si vous avez des besoins de liens que je pourrais vous envoyer. Alors, ce qui m'intéresserait, ce serait que vous puissiez mettre une note entre 0 et 5, s'il vous plaît, à ce que vous avez pensé du webinaire. Donc 0, j'ai fait que mentir, mon accroche a été naze, puis le contenu, c'était tout pourri. 5, par contre, vous avez appris plein de choses, j'ai été plutôt transparent, j'ai joué le jeu et ça va vous être utile. Et ça pourrait m'intéresser aussi que vous puissiez mettre les types de webinars que vous aimeriez bien que je puisse faire, c'est-à-dire les thématiques qui vous intéresseraient énormément, sur lesquelles je pourrais me prêter au jeu, tout simplement. Donc, si vous avez tout ça, ça pourrait être chouette. Alors, il y a une question, est-ce qu'on embauche souvent chez Pilotine? La réponse est oui et non. C'est-à-dire que avant, en fait, on rencontrait beaucoup de personnes et à chaque fois qu'on rencontrait une personne cool, on disait ah bah celle-là, il nous la faut, on va recruter. Maintenant, on essaye d'abord de penser à nos besoins et après on pose l'annonce. Mais on recrute entre
en ce moment entre 3 et 4 personnes par an, en gros, plutôt sur les profils de designers, développeurs et designers, développeurs et web marketing. Chef de projet, on en a 2 là, ils sont pas mal. Peut-être qu'on en recrutera un. Si on cherchait un chef de projet un peu plus technique pour des projets plutôt lourds en termes de développement, si vous connaissez quelqu'un qui cherche en chef de prod, chef de projet technique, un truc comme ça. Et surtout, si c'est intéressant, on commence à se mettre à la recherche d'un web designer. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fait du web design, qui connaît déjà Sketch, par exemple, c'est vraiment parfait. Là, on cherche quelqu'un en ce moment. Exactement. D'ailleurs, on va mettre l'offre dans pas longtemps. Ok, donc si vous avez des idées de webinaires ou de thématiques, je suis vraiment preneur. Allez-y, balancez vos idées. Et ben sinon, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup pour vos retours. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bonnes notes. Puis il y en a qui ont tenté un 4,5, un 4 en disant parce qu'on est jamais parfait. Je suis bien d'accord avec vous. Et la prochaine fois, je ferai encore mieux. Je vous souhaite donc à tous une excellente journée. N'hésitez pas à retourner sur mon sur mon post LinkedIn pour dire que vous avez trouvé que le webinaire il était génial, ou aller sur Google My Business, vous tapez Pilotine dans Google et à droite il y a des petites notations pour nous mettre une bonne note, un avis positif. Je serai super content, ça permettra de valoriser un peu le temps que j'ai passé avec vous aujourd'hui, j'en serai super reconnaissant. Donc voilà, si vous pouvez faire tout ça, c'est chouette. Et puis sinon, restez là. Alors, il n'y a pas de prochaine date de webinaire parce que je vais les mettre juste après, mais ça va vous rediriger vers une page où vous retrouvez des bonnes pratiques éco-responsables dans le digital et la liste de nos autres webinaires qui sont encore accessibles. Donc, si ça vous intéresse, restez juste ici, vous allez être redirigé automatiquement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, des bisous. Ciao, ciao.